première fois qu'on a choisi vraiment d'aborder la question du risque, la protection, la surprotection. Je pense que c'est un thème qui rejoint probablement plusieurs personnes. On imagine bien que, comme parents, ça nous rejoint régulièrement, là, cette mesure-là du risque. Est-ce que je laisse assez d'espace à mon enfant pour prendre son envol? Est-ce que parfois je tombe dans la surprotection? Mais aussi comme professionnel, comme intervenant, on est aussi dans ces enjeux-là régulièrement également de la mesure du risque. Donc, évidemment, on n'aura pas toutes les réponses aujourd'hui, puis on n'a surtout pas non plus une recette à vous donner pour dire voici comment classer protection et surprotection. Mais on souhaitait réfléchir un peu avec vous là-dessus, partir de certains éléments pour peut-être s'offrir des repères pour faire la distinction entre la protection et la surprotection. Puis bien sûr, voir comment tout ça aussi vient se placer avec la question de l'autodétermination. Donc voilà, on va y aller, on va animer là, moi et Sarah à tour de rôle en fait. Peut-être très rapidement là, pour vous dire si jamais c'est la première fois que vous entendez parler de la chaire autodétermination et handicap, qu'est-ce qu'on fait? Une chaire dans un milieu universitaire, c'est un lieu où on concentre des ressources pour approfondir une question. Évidemment, dans notre cas, c'est vraiment la question de l'autodétermination qui est centrale, mais à travers différents domaines de vie comme l'habitation, comme le travail, comme la scolarisation, puis plein d'autres secteurs, les loisirs également, pour être capable de bien comprendre en fait comment on peut soutenir l'autodétermination. Donc, on le fait à travers des activités de recherche auxquelles vont participer notamment des étudiants qui se forment dans différents domaines, mais aussi à travers des activités comme on le fait aujourd'hui de diffusion et de transfert de connaissances. Donc, même si le nom de la chaire, c'est la chaire autodétermination et handicap, notre regard est plus, je dirais, un peu plus spécifique aux personnes qui ont une déficience intellectuelle ou encore aux personnes autistes. Donc voilà, je te laisse poursuivre, Sarah. Eh oui, et là, on tombe déjà au cœur, dans le vif du sujet. Et j'ai le coup de vous faire un peu réfléchir sur qu'est-ce que vous avez fait de nouveau dernièrement, qu'est-ce que vous avez fait de risqué dernièrement. Peut-être que vous avez osé prendre la parole dans votre équipe de travail, hein, puis l'idée que vous avez proposée a été retenue. Peut-être que vous avez essayé une nouvelle sorte de céréales, que vous vous êtes dit, plus jamais je vais racheter ça, j'ai détesté. Peut-être que vous avez commencé un nouvel emploi et vous vous sentez enfin à la bonne place et vous sentez que les défis sont à la hauteur de vos compétences. Peut-être que vous avez visité une nouvelle région du Québec et que vous avez trouvé ça magnifique ou encore très, 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 très loin. Je suis à la Fermont cet été, je vous le dis, je vous le conseille, mais c'est très, très loin. Avez-vous peut-être pris votre voiture dans des conditions routières qui étaient plus difficiles et puis vous avez soudainement adapté votre conduite, vous avez ralenti et vous vous êtes quand même arrivé à bon port? Peut-être que vous avez essayé un nouveau restaurant qui vous a agréablement surpris ou désagréablement déplaît. Peut-être. Peut-être que vous avez changé de ligne d'attente à la caisse, à l'épicerie, en espérant que la ligne que vous allez choisir soit la plus rapide. Ça a peut-être été le cas, peut-être pas non plus. Peut-être que vous avez décidé d'apprendre à jongler avec des couteaux. De mon côté, ça pourrait pas arriver. Juste cuisiner avec des couteaux, ça demeure quelque chose de dangereux, mais pour un jongleur du cycle du soleil, c'est un risque qui est probablement tout à fait acceptable. Donc, prendre des risques, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien, parfois sans s'en rendre compte, et euh, qui peut s'actualiser sur différents niveaux, puis à différents moments de la journée. Quel est le lien Et avec l'autodétermination? Et c'est ça qui est intéressant aussi, déjà d'entrée de jeu, de se dire qu'un risque n'équivaut pas nécessairement à un danger, mais le risque, il est nécessaire quand il est question de s'autodéterminer. On a remis une définition, en fait, là, rapide de ce qu'est l'autodétermination, c'est-à-dire cette volonté-là d'exercer du pouvoir et du contrôle sur sa vie. Et si je veux pouvoir prendre des décisions, si je veux pouvoir faire des choix, si je veux pouvoir exprimer mes droits, si je veux pouvoir vivre des nouvelles expériences, bien nécessairement, ça vient avec un certain niveau de prise de risque. Quand je prends une décision, je prends le risque de regretter cette décision-là. Quand je fais un choix, je risque de me tromper. Donc, la notion du risque est toujours imbriquée, en fait, à la question d'autodétermination. C'est quelque chose qui est constamment lié et c'est en même temps quelque chose qui est nécessaire. On parle même parfois de risque éducatif
pour apprendre, il faut nécessairement prendre des risques. Dès qu'un enfant commence à marcher, la première chose qu'on sait, c'est qu'il peut tomber, ça vient avec, puis pourtant, on va l'encourager à aller dans cette direction-là parce que c'est nécessaire d'apprendre à marcher si un jour on veut courir, si un jour on veut patiner, puis si un jour on veut faire du ski. Donc, la question de l'autodétermination puis des risques, elle est nécessairement là. Maintenant, quand il est question d'une personne qui a une déficience intellectuelle, d'une personne en situation de handicap, mais c'est sûr qu'il y a des enjeux supplémentaires qui vont venir se poser par rapport à tout ça, mais l'un ne va pas sans l'autre. Ensuite, il faut voir comment dans l'environnement humain de la personne qui a une déficience intellectuelle ou qui est autiste, on est capable ou pas de composer avec cette notion-là de risque. Je te laisse poursuivre, Sarah. Ça nous prendrait une petite cloche, tu sais, comme dans les livres pour enfants. Ding, 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 tourner la page. Enfin, il y a eu un magnifique texte qui a été écrit par Perse, que je ne sais jamais si je prononce correctement, mais je vais l'espérer, qui est un grand défenseur des droits des personnes en situation de handicap. Et son texte portait sur la dignité du risque, où il venait nous dire une vie sans risque n'est pas une vie qui est digne d'être vécue. Donc, ce qu'il entendait par ça, c'est que personne veut vivre sous une cloche de verre et être protégé de tout. Et puis, Walt Disney a repris ce concept-là de manière savoureuse avec La Belle au bois dormant, qu'on a voulu isoler et empêcher qu'elle pique son doigt sur un fuseau. Et on sait tous qu'est-ce qui s'est passé. En fait, elle s'est endormie pendant 100 ans. Donc, clairement, le fait de l'avoir surprotégée à ce moment-là, on n'a pas atteint notre objectif de la protéger. Il y a pour les parents dont les enfants sont plus jeunes, Réponse qui était avec ses longs cheveux dans la plus haute tour et qui était coupée du monde et que sa mère avait bien averti de ne jamais sortir de la tour parce qu'il y avait des grands dangers à l'extérieur et que dans la tour, elle était à l'abri de tout ça, eh bien, elle est quand même sortie de sa tour et partie à l'aventure avec le premier prince charmant qu'elle a rencontré. Donc, le fait de ne pas laisser d'opportunité à la personne de se développer, d'essayer des nouvelles choses, bien, ça comporte des risques. Puis encore là, on va insister le fait, un risque, ce n'est pas un danger. Hein. Un danger, c'est quelque chose qui va venir menacer la sécurité de la personne. Un risque, c'est plutôt un événement qui est plus ou moins prévisible et qui pourrait peut-être nous causer quelques dommages. Mais en aucun cas, on veut placer une personne dans une situation qui va être précaire ou dans une situation dangereuse, mais on veut quand même lui donner l'opportunité d'essayer des nouvelles choses, d'apprendre à se connaître, de se développer et d'actualiser son potentiel. Et c'est là, en fait, on plonge en fait dans le cœur de la distinction justement entre protéger et surprotéger. Puis évidemment, c'est difficile de trancher un peu là, quand est-ce que je suis dans la protection, quand est-ce que je suis dans la surprotection. Mais on voulait quand même vous proposer quelques éléments un peu pour faire la distinction entre l'un et l'autre. Parce que quand on pense aux personnes qui ont des déficiences intellectuelles ou de façon générale aux personnes qu'on considère en situation de handicap, l'attente sociale qui est très forte, c'est de dire, ben, si on est parent, si on est professionnel, on doit évidemment les protéger parce qu'on envoie généralement une image de vulnérabilité. Hein. Souvent, on associe le handicap à la vulnérabilité, alors que ce n'est pas toujours aussi direct que ça, mais socialement, cette image-là, elle est très répandue. Donc, l'attente qui est posée sur tous ceux qui entourent une personne en situation de handicap, c'est évidemment de la protéger. Maintenant, un peu comme Sarah vient de le décrire, si on tombe dans la surprotection, on est toujours dans une... En fait, on risque de créer davantage de risques à ce moment-là parce que c'est là qu'on n'aura pas des opportunités de développement qui vont être maximales. Et c'est pour ça que quand on dit protéger, c'est quoi? Protéger son enfant, c'est indispensable de le faire. Et quand on protège son enfant, par exemple, bien, on vient élargir le champ des possibles. On ne vient pas le restreindre. Pour moi, j'aime bien l'image là, où on vient dire un peu, c'est comme si on vient placer un cadre qui est là, puis dans ce cadre-là, on rend des choses possibles. On est un peu comme l'image du peintre que j'utilise souvent là, quand je parle d'autodétermination. On est en train de décider de la taille de la toile quand on protège. On n'est pas en train de tenir la main du peintre pour lui dire quoi peindre. Donc, on rend des choses possibles à l'intérieur d'un cadre qu'on vient préciser, mais un cadre qui va être suffisamment large et souple en fonction des besoins de la personne.
Ça va permettre le développement de compétences. Quand on protège son enfant, qu'on est vraiment dans la protection, on vient assurer ses arrières. On vient mettre les cadres, on vient mettre, et là, on peut mettre le filet de sécurité, si vous préférez, comme image autour de la personne, mais ça va lui permettre d'apprendre des choses. Et apprendre des choses, ça veut dire parfois se tromper, essayer, apprendre de ses erreurs, réessayer à nouveau. Donc, ça permet le développement de compétences. Si je suis dans la protection, bien, je fais en sorte aussi que la personne, elle trouve la réponse qu'elle a à ses besoins pour se sentir rassurée pour explorer de nouveaux horizons. Si moi, je dis à mon enfant, écoute, là, tu restes à la maison, puis fais attention, ça, c'est dangereux, puis tu dois pas faire ça parce que là, il y a des risques et que je viens augmenter son niveau d'anxiété, je ne suis pas dans la protection à ce moment-là. Je suis dans quelque chose, en fait, qui va venir juste augmenter l'anxiété. Alors que si je lui dis, regarde, voici, il y a telle situation qui peut arriver. Moi, je veux que tu saches quoi faire dans ce type de situation-là. Donc, voici les choses à faire, les règles à respecter, voici les éléments dont tu dois tenir compte si tu te retrouves dans cette situation-là. Bien là, à ce moment-là, je viens la rassurer pour lui permettre pour lui donner confiance en elle, pour faire face à ces défis-là. Je voyais les gens, entre autres, là, j'ai vu, il y avait des gens du côté de Saint-Hubert et tout ça. Bien, dans un appartement, par exemple, dans son appartement, il y a plein de risques en soi, hein? La cuisine, la salle de bain, la tuyauterie, la plomberie qui peut couler, tout ça. Si moi, je me sens angoissé à l'idée qu'il arrive quelque chose parce qu'on m'a dit hey, ça, c'est très risqué et là, il y a des craintes par rapport à ça et tu dois faire exactement ce que je te dis parce que sinon, c'est trop risqué. Là, je tombe dans une surprotection parce que je ne viens pas donner à la personne la confiance suffisante pour lui permettre de faire face aux défis qu'elle pourrait rencontrer. Quand je suis dans une notion de protection aussi, j'encourage la prise d'initiative. Et ça, c'est quand même intéressant de se le dire parce que protéger son enfant, c'est pas lui dire quoi ne pas faire ou limiter, en fait, ce qu'il a à faire. C'est au contraire le placer dans une situation où il va être à l'aise de prendre des initiatives parce qu'il sait que vous êtes là pour assurer ses arrières en cas de besoin. Puis évidemment, ça permet de développer l'estime de soi. Je me sens plus compétent, je me sens capable. On me transmet une image où on a confiance en moi et là, je peux agir. Donc, évidemment, quand on tombe dans la surprotection, puis peut-être quelques éléments pour peut-être identifier si je me retrouve dans la surprotection, bien, quand je suis dans la surprotection, je limite les choses. Je suis dans une notion beaucoup plus de contrôle à ce moment-là que d'encadrement. Surprotéger, c'est souvent se mettre à contrôler l'autre, contrôler les actions, puis s'attendre que l'autre agisse en fonction de ce qu'on va lui dicter. Là, on est dans la surprotection à ce moment-là. Évidemment, ça va empêcher la personne de développer ses compétences parce qu'on n'est pas en train de l'amener à prendre des initiatives, à essayer des choses. On est en train de l'amener à essayer de correspondre aux attentes qu'on a pour elle. Et là, à ce moment-là, elle ne développe pas des compétences. Elle est en train d'essayer un peu de se modeler à notre image. On va amoindrir ou ignorer ses besoins, ce qui va laisser peut-être plus place à un sentiment d'oppression. Donc, je suis nerveux, je suis anxieux, je dois correspondre à ce qu'on s'attend de l'extérieur. Évidemment, ça vient limiter la prise d'initiative, puis l'impact sur l'estime de soi va être évidemment négatif à ce moment-là parce que je n'ai pas nécessairement confiance en fait en mes moyens et je ne développe pas ce sentiment-là de confiance. Donc, quelques éléments peut-être pour dire, bien, parfois, on se situe dans la protection, parfois dans la surprotection. C'est pas toujours clair si on est dans l'un ou l'autre, mais je pense que c'est quelques éléments clés peut-être juste pour se questionner à savoir où est-ce que je me situe à ce moment-là. Je te laisse poursuivre, Sarah. Ton micro, Sarah, est fermé. C'est un classique de Zoom, ça, n'est-ce pas? Donc, c'est une image qu'on aime bien utiliser pour venir un peu illustrer qu'est-ce qu'on veut dire par les dangers de surprotéger. Ben, en fait, les risques qu'il y a à surprotéger. On voit au début deux fleurs qui sont dans les mêmes conditions, qui se ressemblent, d'une grandeur qui est à peu près pareille, et la fleur de droite, en toute bienveillance, veut empêcher que sa collègue, sa consoeur soit complètement détrempée. Elle met un parapluie et elle, de son côté, continue à se développer parce qu'elle a besoin d'eau pour grandir et elle empêche l'autre d'accéder à son
plein potentiel et à la fin, ben, la deuxième fleur, la fleur de gauche, n'a pas grandi comme elle aurait dû et au final, on est venu un petit peu nuire à son développement. Donc, parfois, on le fait en toute bienveillance où on va, par exemple, s'empêcher d'annoncer une nouvelle qui est très triste ou qui est très anxiogène à la personne en se disant, ben si elle ne sait pas, elle n'aura pas à gérer toutes ces émotions-là, donc je vais la surprotéger. Mais des mauvaises nouvelles, des changements de plan, ce sont des choses qui font partie de la vie quotidienne. Et puis, plus j'apprends à passer à travers ces émotions-là, à gérer ces émotions-là, mais plus la prochaine fois, quand je vais revivre ce type d'émotion-là, bien, je vais me sentir davantage outillée pour y faire face. Donc, parfois, surprotéger, c'est sûr qu'on ne le fait pas de manière consciente et puis on veut nécessairement nuire à la personne, mais c'est parfois ce qu'on va observer à la fin du processus où on a empêché la personne de profiter des occasions que la vie nous offre pour développer certaines compétences. Donc, évidemment, la protection, la surprotection, qu'est-ce qui fait que quelqu'un a peut-être un petit peu plus tendance à être dans l'un ou l'autre? Plusieurs éléments là, qui viennent expliquer ça. Et en même temps, les risques dans une situation, ça peut être les risques pour la personne qui a une déficience intellectuelle ou la personne en situation de handicap. Ça peut être aussi les risques pour l'entourage. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien l'image, en fait, que Sarah vient nous présenter. Puis dans un autre projet, en fait, là, où on travaille avec des parents, notamment dans un contexte plus résidentiel, bien, il y a plusieurs parents qui amenaient cet enjeu-là de dire, ben moi, je veux que mon enfant soit bien dans son appartement, je veux qu'il soit bien installé. Donc, peut-être que je prends en charge des choses au niveau de l'installation de son appartement, mais c'est important pour moi qu'il soit bien installé. Et quand on fouille derrière ça, ben, il y avait aussi cette idée-là de dire, ben, je ne veux pas qu'autour de moi, on pense que je laisse mon enfant à lui-même, que je m'en occupe pas bien ou que je le laisse se tromper. Donc, parfois aussi, les risques qui peuvent être associés à notre image, peuvent être associés à la façon dont on se voit, à la façon dont on veut être perçu par les autres. Donc, c'est quelque chose qui est très, très large, les risques. Ce n'est pas nécessairement toujours centré sur la personne accompagnée elle-même. La tolérance au risque, évidemment, elle est différente. Il y a des gens qui vont avoir une grande tolérance à l'inconnu, qui vivent très bien avec le doute, qui sont plus aventureux, qui sont plus explorateurs. Il y en a d'autres qui vont être davantage déstabilisés par la nouveauté, qui aiment bien la routine, qui aiment bien rester dans des zones connues. Donc, on est tous différents par rapport à cette tolérance au risque, par rapport à cette gestion au risque. Et c'est le point de départ un peu de la démarche qu'on va vous proposer un peu en 4 étapes pour justement là, réfléchir puis négocier avec la question du risque. Donc, je te laisse poursuivre, Sarah. Peut-être hein, que même au sein de votre couple, de votre ménage, de votre famille, vous avez les deux types de personnes, quelqu'un de très, très plus protecteur, plus anxieux, qui aime mieux savoir où elle s'en va, puis des gens qui suivent la vague et qui s'en font pas trop avec la vie. Donc, d'avoir une manière de réfléchir aux différentes risque et de pouvoir s'entendre sur une démarche, mais ça devient intéressant. Martin, à travers sa thèse, est allé départager 4 types de risques qu'on peut rencontrer quand on analyse une situation. Donc, je vous parle du premier risque. Le premier risque, c'est le risque perçu. C'est le premier oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? C'est le premier qui nous vient à l'esprit quand on pense à une nouvelle situation, quand on se donne des nouveaux objectifs, par exemple. C'est un risque qui est très subjectif, qui est construit autour de notre tempérament, des expériences qu'on a vécues, de la façon dont on voit la situation. Et c'est le premier risque, si on reste attaché, si on reste accroché à ce premier risque-là, à ce premier «Oh mon Dieu, c'est pas possible, on ne peut pas laisser ça arriver», bien souvent, on va décourager la prise d'initiative, puis on n'ira pas plus loin dans notre réflexion ou dans notre démarche. La première fois que mon garçon m'a demandé de rester seul à la maison, le temps que j'aille chercher ma fille au CPE, mon garçon qui a 8 ans, je me suis dit, mais non, il n'y en est pas question,
la maison pourrait passer au feu, il pourrait se faire kidnapper, il pourrait s'ennuyer, la liste de risques que j'ai vue, elle était énormément longue. Et mon conjoint, qui est plus du style on suit la vague, m'a plutôt dit, ben, on l'essaie et on verra en temps et lieu. Vous voyez qu'on a eu une très bonne discussion après ça parce que le but, c'est pas de savoir qui a raison, qui a tort, mais c'est d'en arriver à une situation qui va être acceptable, puis un plan de match qui va être acceptable. Donc, premier risque, le risque perçu. Martin, le deuxième risque. Oui, ben, si je peux ajouter sur le risque perçu, là, le piège à ce niveau-là, c'est vraiment d'essayer de se convaincre mutuellement qu'on a tort ou qu'on a raison de voir ces risques-là. Donc, tu devrais voir le risque que moi je vois ou le risque que tu vois, il n'est pas réel. Si on tombe à ce niveau-là, le piège, c'est qu'on va tomber dans l'affrontement, la confrontation. Et généralement, ça va finir aussi par quelque chose du genre qui est arrange-toi, puis c'est toi qui assumeras les conséquences. Et c'est là, en fait, qu'on ne va pas aller plus loin. On va rester vraiment coincé à cette étape-là du risque perçu si on a je dirais, cette espèce d'attitude-là. Et c'est là qu'il faut être vraiment vigilant, sachant aussi qu'on ne va pas nécessairement percevoir tous les mêmes risques en fonction de la position qu'on occupe. Et c'est là que c'est intéressant d'être dans le risque réel. Si moi, je suis l'intervenant, versus le parent, versus le gestionnaire, par exemple, du lieu, du milieu d'intervention, versus le frère ou la sœur, les perceptions vont toujours être différentes. Donc, et les risques ne seront pas du même niveau non plus. Donc, c'est là qu'on va tenter, dans un deuxième temps, de dire comment est-ce qu'on peut objectiver les choses. Et quelques questions, en fait, qu'on va se poser, c'est d'abord de dire, les risques que moi je perçois, c'est quoi la probabilité que ça arrive? Donc, imaginons, puis là, je vais reprendre l'exemple que Sarah vient de donner, la probabilité que pendant les 20 minutes où Sarah quitte le domicile pour aller chercher sa fille au CPE puis qu'elle revienne, que sa maison passe au feu, les probabilités sont quand même assez faibles. Je constate que c'est assez faible. Maintenant, si ça arrivait, c'est vrai que les conséquences seraient graves. Donc, il faut toujours se demander, c'est quoi la probabilité et c'est quoi les conséquences, en fait, qui sont liées si ce risque-là s'avère. Donc, si, par exemple, moi, je décide de quitter la maison seule pour me rendre chez un ami, puis que j'y vais en marchant ou en prenant le transport en commun, il y a tout plein de risques. Je peux me faire renverser par une voiture, je pourrais me perdre, je pourrais faire plein de choses. Me faire renverser par une voiture, peut-être que la probabilité n'est pas très grande, mais la conséquence le serait. Si je me perds, peut-être que la probabilité est un petit peu plus élevée si je ne suis pas à l'aise encore dans le transport en commun. Mais si je me perds et que j'ai un téléphone sur moi, par exemple, pour appeler, bien, la conséquence ne sera peut-être pas si grave que ça. Donc, c'est toujours revenir à ce jeu-là de dire c'est quoi la probabilité, c'est quoi le risque, c'est quoi en fait le risque, les conséquences associées à ce risque-là, en se rappelant toujours que le risque zéro n'existe pas. Dans toutes les situations, dès qu'on met le pied au sol le matin en sortant du lit, il y a un risque en fait qui existe. Donc, le risque zéro est jamais là. Et la dernière question en fait qui est importante aussi, c'est qui pourrait subir ces conséquences? Moi, comme parent, dans une situation avec mon enfant, il y a des risques pour moi, il y a des risques pour mon enfant, il y a peut-être des risques pour mon conjoint, il y a des risques à différents niveaux. Donc, c'est important aussi de ne pas se limiter à la personne elle-même parce que parfois, le risque, je le vois par rapport à moi. Si je suis intervenant, par exemple, dans un milieu résidentiel, puis que, par exemple, j'autorise une personne ou je laisse une personne sortir par elle-même, qu'il arrive quelque chose, est-ce que j'ai le risque d'être congédié? Est-ce que j'ai le risque de perdre mon emploi? Est-ce que j'ai le risque qu'on me reproche des choses à moi, puis de juste me sentir coupable de ça et c'est un risque que je veux pas prendre? Donc, c'est important aussi de se rappeler toujours de cet événement-là, de qui pourrait subir les conséquences en tant que tel. Je te laisse poursuivre, Sarah. Le risque, une fois qu'on a un peu fait le ménage, qu'on s'est fait une tête sur les risques qui pourraient réellement arriver, en sachant, comme Martin le disait, que le risque zéro n'existe pas, mais ensuite, comment est-ce que je peux rendre les risques réels acceptables? Comment est-ce que je peux m'assurer que la personne soit en sécurité, mais qu'elle ait quand même le potentiel de vivre une activité ou de développer ses compétences, ses capacités. Nous, on propose de
d'intervenir à deux niveaux en particulier. De un, peut-être que pour rendre un risque acceptable, je peux soutenir la personne dans le développement de ses capacités. Je peux, par exemple, m'assurer qu'elle comprenne bien le transport en commun, que je fasse plusieurs voyages avec elle, que je lui donne différents moyens de pouvoir communiquer avec quelqu'un si elle est en difficulté ou qu'elle a des questions. Peut-être que je peux adapter l'environnement aussi. Peut-être que je peux avertir le chauffeur d'autobus que la personne, c'est son premier voyage en transport en commun seul. Peut-être que je peux aussi m'assurer qu'il y ait des repères visuels qui soient clairs pour la personne, pour qu'elle puisse naviguer dans le transport en commun, par exemple. Il y a différentes méthodes. C'est à ce moment-là qu'on peut être créatif dans notre manière d'intervenir pour s'assurer que d'un côté, on développe les compétences et de l'autre, que l'environnement soit adapté. Je pense à mon garçon cet été qui voulait faire du motocross. Écoutez, la mère poule en moi me dit ça n'a pas de bon sens, mais d'un côté, on a soutenu le développement de ses capacités où il est allé prendre des cours pour apprendre à conduire sa machine. On s'est assuré également qu'il y ait tout l'équipement nécessaire. Puis on est venu adapter l'environnement où le temps qu'il développe ses compétences, ben, il y avait accès à certaines parties du chemin. Il allait toujours avec mon conjoint. Donc, on a mis les conditions nécessaires en place pour que tout se passe bien. Il est tombé naturellement, le risque était pas à zéro, mais il n'y a pas eu de conséquences graves à cette chute-là. Et puis, il a pu continuer un sport qu'il apprécie grandement aujourd'hui. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Sarah, avant d'enchaîner, parce que ça vient dire aussi à quel point l'aspect progressif des choses est important. Puis il y a quelqu'un qui a posé une question dans le chat, on va prendre le temps d'y répondre tout à l'heure, mais je pense qu'il y a un aspect de réponse, entre autres, à la personne qui a écrit qui est important, c'est-à-dire que le risque, en fait, aussi, la gestion du risque, je devrais dire, va aussi nécessiter, en fait, qu'il y ait un élément de progression qui soit installé. Donc, plus on va démarrer rapidement par de petits risques, en fait, de petites prises de risques, plus on vient rassurer la personne, l'aider à se conforter, à se sentir capable, en fait, avant de passer à l'étape suivante. Imaginons que vous êtes parent d'un enfant qui a une déficience intellectuelle, la fameuse question d'à quel moment je laisse mon enfant seul à la maison la première fois, elle vient là, elle est toujours là. Plus je vais retarder en fait ce moment-là, plus à un certain moment, je repousse ça dans le temps, puis qu'il n'y a pas une progression qui s'installe, bien, plus où je vais le faire la première fois, plus le risque va être important à ce moment-là, parce que je n'aurai pas eu les étapes intermédiaires. Et ça, il existe toutes sortes de stratégies, là. Il existe même des outils pour dire, bien, qu'est-ce que mon enfant a besoin de savoir pour que je laisse 1 heure à la maison, pour que je laisse 4 heures à la maison, pour que je laisse seul 24 heures à la maison. Il y a des apprentissages qui sont nécessaires. Donc, c'est pour ça que soutenir la personne dans le développement de ses capacités, c'est aussi dans cette idée-là d'avoir quelque chose qui est de l'ordre d'une progression qui va être assistée, où on est conscient qu'on est dans une zone de risque. Il peut arriver quelque chose et il va arriver des choses un peu comme le fils de Sarah qui est tombé en motocross, mais les conséquences, hein, si vous vous rappelez l'élément précédent, bien, sont d'une certaine hauteur finalement que ces conséquences-là ne seront pas trop importantes, là, puis ne seront pas non plus un risque là, démesuré pour la personne. Et puis, Donc, ce n'est oui. pas parce qu'il y a certaines limites que la personne atteint dans ses capacités qu'on ne peut pas passer par-dessus ou adapter l'environnement. Mon garçon a de la difficulté à utiliser le téléphone de la maison. Donc, même si je le laisse seul pendant les 15 minutes que je vais chercher ma fille à la garderie, bien, il n'est pas capable d'utiliser le téléphone, mais il est capable d'utiliser le iPad et de m'appeler par FaceTime. Ça, il se sent à l'aise de le faire plus que par téléphone. Donc, le fait de trouver des alternatives, de développer certaines compétences et d'assurer que la personne soit capable de faire de faire certaines actions si elle a besoin de demander de l'aide, bien, ça devient une manière de rendre le risque qui est plus acceptable. Et le dernier niveau, qui est celui, je dirais, le plus important, le plus essentiel, c'est la notion de risque partagé. Qu'on soit une équipe de travail qui accompagnons une personne, qu'on soit un couple de parents, une famille impliquée auprès d'une personne, en fait,
on est rarement seul dans la gestion du risque. C'est rare là, qu'on se retrouve à vivre ça seul. Et bien sûr, le risque partagé, c'est le risque partagé avec la personne principalement concernée aussi. Comme le disait Sarah au début, il y a toute cette importance-là, à un certain moment, d'ouvrir puis de partager ce risque-là avec la personne qui est accompagnée. Si moi, j'accompagne un adulte qui a une déficience intellectuelle dans son milieu de vie, dans son appartement, bien, comment est-ce que je lui amène les choses? Comment est-ce que je le fais participer aussi à sa gestion de risques, des risques du quotidien? Comment est-ce que je l'amène, par exemple, à développer des stratégies pour ne pas oublier d'éteindre le four, pour pas oublier, par exemple, de verrouiller la porte de son appartement avant d'aller au lit? Donc, il y a ce niveau-là de partage qui devient important. C'est pour ça que quand on parle d'un risque partagé, on évite le premier piège que je vous disais, celui de dire, ben là, regarde, ça, c'est trop risqué, puis si tu vas dans cette direction-là, ça t'appartient, c'est ton problème, puis tu assumeras tes conséquences. Donc, si on veut dépasser ça, c'est là que le risque partagé, c'est de dire, ben moi, je vois des risques, toi, tu vois des risques, je reconnais les risques que tu vois, tu reconnais les risques que je vois. On ne voit peut-être pas les mêmes risques, on ne fait peut-être pas nécessairement exactement la même évaluation de la probabilité que ça arrive ou des conséquences si jamais ce risque-là s'avère, mais on choisit en fait collectivement d'assumer cette zone de risque-là parce qu'on l'a rendu acceptable. On a fait en sorte que ce risque-là, en fait, on est capable ensemble de vivre avec. Et ça, juste d'être capable de le mettre sur la table, en fait, cet enjeu-là, de dire, ben, on l'assume, cette zone-là de risque ensemble, bien après, ça nous permet de développer des liens de solidarité là-dedans, puis de se dire qu'on ne va pas garder la personne sous une cloche de verre parce que les conséquences seraient encore plus importantes. Des fois, c'est très risqué de ne pas prendre de risque. C'est encore pire. Donc, oser aller dans cette direction-là, c'est aussi être capable de partager, d'assumer collectivement les risques. Et si jamais, ce risque-là s'avère, si jamais, oui, la personne, elle est partie en transport en commun, puis elle s'est trompée finalement, elle n'est pas débarquée au bon endroit, ou il est arrivé quelque chose, bien après, on n'est pas dans la recherche de reproches. Parce qu'ensemble, on l'a assumé, on était conscient qu'il y avait un risque qui pouvait s'avérer. Puis à ce moment-là, on ne se reproche pas les uns les autres ce qui s'est passé. On essaie de comprendre puis d'apprendre ensemble. Donc, ce dernier niveau-là de risque partagé, en fait, il est essentiel. Puis je vous dirais, il faut se rendre jusque-là aussi pour être capable de se le nommer et de s'entendre sur cette dimension. Donc, peut-être juste en conclusion, puis on est quand même pas si mal, on va avoir une vingtaine de minutes pour pouvoir échanger puis discuter autour de cette question-là. La gestion des risques, puis je pense que quand on est parent, on est toujours en train de gérer des risques. Quand on est parent d'une personne qui a une déficience intellectuelle ou d'une personne en situation de handicap de façon générale, cette dimension-là est encore plus importante parce que parfois, l'image qu'on nous a renvoyée de notre enfant, c'est une image de vulnérabilité, de fragilité. C'est comme si on nous a mis une mission sur les épaules, parfois de protéger constamment de tous les risques. Et même comme professionnel, l'image qu'on nous envoie, parfois, elle est celle-là. Comme si on avait comme mission d'éviter constamment tous les risques. Maintenant, si on fait ça comme la fleur que nous a présentée Sarah, bien, on rend la personne encore plus fragile parce qu'elle devient encore plus vulnérable de ne pas avoir appris à faire face à certains risques. Donc, s'autodéterminer, c'est avoir la possibilité d'expérimenter des choses, d'avoir la possibilité de se tromper, de se confronter à certains risques, de tirer des leçons de ça. Et c'est essentiel si au final, je veux avoir une vie qui correspond à la vie que j'ai envie de vivre et non pas à la vie qu'on cherche à m'imposer ou la vie qu'on cherche à me prescrire là, ou le modèle dans lequel on cherche à me faire entrer. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être des réactions, des questions, des commentaires. Puis notre prétention, ce n'était pas du tout de dire voilà comment gérer tout ça, comment distinguer protection sur protection. C'était plus de se donner, en fait, peut-être l'occasion d'une ouverture, d'un échange là-dessus, sachant qu'on a tous des expériences différentes autour de ça, puis probablement on a tous été confrontés à cette réalité-là. Donc, voilà, on vous laisse la parole.